L'été venait à peine de s'installer sur l'île de Ré, lorsque le drame a brisé la quiétude de cette matinée du 7 juillet 2014. À l'aube, la lumière s'était posée doucement sur les volets bleus d'une maison encore endormie. Le vent marin glissait entre les pins, presque paresseux, apportant cette fraîcheur salée qui annonce une journée sans heure. Rien, absolument rien, ne laissait présager qu'en quelques heures, le monde médiatique français basculerait dans la stupeur. À l'intérieur de la maison, le calme régnait. Les tasses de la veille étaient encore sur la table, un cahier ouvert attendait des notes et l'odeur du café séché dans l'air semblait prolonger une normalité que personne n'imaginerait voir se rompre. C'est dans cet environnement familier, presque intime, que le journaliste Benoît Duquesne, directeur de complément d'enquête, a été retrouvé sans vie. Il n'avait que 56 ans. L'annonce a fait l'effet d'une onde de choc. En moins d'une heure, les téléphones des rédactions se sont mis à vibrer sans répit. Les messages se succédaient, d'abord hésitants, puis plus catégoriques. « Tu as entendu ? C'est confirmé ? Il est parti !» Les premières dépêches tombent, les chaînes d'information s'emparent du sujet, les rédacteurs en chef interrompent leur réunion. Une figure du journalisme d'investigation venait brutalement de s'effacer. Sur les plateaux télé, les images d'archives affluent, on revoit son visage, son sourire calme, sa manière précise de poser des questions qui dérangeaient. Les hommages se multiplient, collègues, producteurs, anciens invités. Tous saluent la rigueur de son travail, son éthique, sa passion pour un métier qu'il considérait comme un devoir. Pendant plusieurs heures, la télévision déroule ce récit collectif construit dans l'urgence et l'émotion. On parle d'une disparition soudaine, d'une mort subite, probablement liée à un malaise. Les mots sont soigneusement choisis, comme pour lisser une réalité trop brutale, mais derrière les caméras, loin des studios climatisés, une femme vit un autre récit. Celui du silence qui envahit la maison dès que les secours sont repartis, celui des objets de son mari qui n'ont pas encore compris qu'il n'avait plus de propriétaire. Une montre déposée sur un meuble, un micro abandonné la veille sur un coin de table, un manuscrit inachevé, autant de fragments d'une vie brutalement interrompue. Dans le salon, le temps semble figé. Les enfants, hébétés, posent des questions auxquelles elle ne sait répondre. Une horloge continue de battre, obstinée comme pour rappeler que le monde poursuit sa route sans se soucier du chagrin individuel. La femme de Benoît ferme les yeux quelques secondes, s'efforçant de respirer. Elle tente de comprendre comment un homme encore si présent la veille peut devenir, en un instant, une absence irréversible. Pendant ce temps, les commentaires s'accumulent à la télévision. On évoque sa dernière enquête, son engagement, son courage. On loue son professionnalisme, son calme, sa ténacité. Mais aucun de ces hommages ne reflète ce qu'elle a vu, elle, dans les semaines précédentes, une fatigue intense, une tension sourde, des nuits blanches qu'il minimisait, des migraines répétées qu'il attribuait au stress. Ce décalage entre la version publique et sa vérité intime commence déjà à creuser une fissure en elle. Les journalistes répètent qu'il est parti paisiblement. Elle sait que la réalité est plus complexe. Elle se souvient de son regard ces derniers jours, de son agitation intérieure, de ses phrases qu'il laissait en suspens. Quand elle feuillette les dernières notes qu'il avait griffonnées, elle y lit une précipitation inhabituelle, presque une urgence. Alors que les rédactions s'organisent pour préparer des dossiers spéciaux, elle reste seule dans la maison, assise sur un canapé encore imprégné de l'odeur de son mari. Le téléphone n'arrête pas de sonner. On lui demande des déclarations, des réactions, parfois même des photos. Elle refuse tout, pas par colère mais par instinct. Elle ne veut pas que la mort de Benoît devienne un spectacle de plus, un objet médiatique à traiter comme un reportage. Cette journée marquera le début d'un long tunnel pour les médias, le temps passera vite. L'émotion sera forte mais brève. Pour elle, en revanche, ce 7 juillet ne prendra jamais fin. Il restera, à jamais, ce moment où la lumière de l'été s'est brusquement éteinte, laissant place à un vide que rien, ni les hommages, ni les analyses, ni les explications administratives, ne pourra combler. Ce matin-là restera le point de bascule, celui où un journaliste a disparu. Celui où une femme est entrée dans un silence dont elle ne savait pas encore qu'il durerait 11 ans. Lorsque la nouvelle de la mort de Benoît Duquesne a commencé à circuler au sein des rédactions, un détail s'est très vite imposé. L'absence totale d'explications officielles, ni communiqué clair, ni déclaration des secours, ni information médicale précise. Seulement quelques mots laconiques, répétés comme un mantra par les autorités locales, une mort naturelle, pas de suspicion particulière. Cette formule, devenue en quelques heures la version officielle, a paradoxalement ouvert la porte aux questions. Dans les milieux journalistiques, on sait comment ces choses fonctionnent. Lorsqu'une personnalité publique décède, même subitement, un minimum de transparence est généralement assuré. Ne serait-ce que pour couper court aux spéculations. Mais cette fois-ci, tout semble verrouillé, les demandes d'accès aux rapports sont repoussées. Les documents médicaux, eux, demeurent inaccessibles.
Et la famille, encore sous le choc, se voit conseiller de ne pas compliquer les choses en posant trop de questions. Au domicile, sa femme commence elle aussi à remarquer ses incohérences. Les gendarmes, arrivés avec efficacité, repartent rapidement après avoir conclu, presque machinalement, à une mort sans caractère suspect. Personne ne pose de questions détaillées. Personne n'examine vraiment l'environnement. La scène est clôturée en moins d'1 heure. Trop vite, pense-t-elle, beaucoup trop vite. Elle se souvient de cette sensation étrange qui lui a traversé l'esprit lorsque l'un des secouristes a prononcé la phrase fatidique « C'est fini, madame. » Fini ? Non, rien n'était fini pour elle. Tout commençait. Le choc, la douleur, mais aussi cette impression discrète, tenace, que quelque chose ne tournait pas rond. Les jours qui suivent sont marqués par la gestion urgente du deuil, les messages affluent, les condoléances se multiplient. Des bouquets arrivent de toutes parts, des visages connus expriment leur tristesse devant les caméras, mais derrière ces hommages, une autre réalité se dessine. Aucune institution ne fournit d'informations concrètes. Même les collègues les plus proches, pourtant habitués aux enquêtes délicates, se heurtent à un mur administratif. L'un d'eux, rencontré lors de la cérémonie, s'approche discrètement de la veuve. Il choisit ses mots avec précaution, comme s'il craignait d'aller trop loin. On n'arrive pas à obtenir les rapports, tu sais ? C'est bizarre. On a connu des cas similaires, mais jamais un silence aussi complet. Elle acquiesce sans répondre. Elle n'a pas la force. Mais au fond d'elle, ses paroles ne font qu'appuyer ce qu'elle pressent. Quelque chose a été étouffé. Elle repense alors aux semaines qui ont précédé le drame, à cette nervosité soudaine qui s'était emparée de Benoît, aux conversations interrompues, à ces dossiers qu'il refermait dès qu'elle entrait dans la pièce aux nuits où il se levait pour retourner travailler, comme si une urgence invisible le poussait. Il s'en défendait, prétextant un reportage complexe ou un montage à finaliser, mais elle l'avait vu. Son regard n'était plus le même. Dans les couloirs de France 2, les discussions commencent à se faire plus discrètes. Certains évoquent un sujet sensible sur lequel ils travaillaient. D'autres, plus prudents, parlent simplement d'une période de stress intense. Quelques journalistes, plus téméraires, se demandent même si l'affaire n'aurait pas mérité une autopsie systématique comme cela se pratique souvent en cas de mort soudaine d'un professionnel exposé. Mais aucune demande en ce sens n'est officiellement formulée. La famille, encore sonnée, fait confiance aux procédures. Jusqu'au moment où une décision administrative tombe, sèche et définitive, aucune autopsie ne sera réalisée, raison invoquée, la mort ne présente pas de caractère suspect. Une justification qui, loin d'apaiser les interrogations, les amplifie. Les proches se retrouvent alors face à une énigme. Comment conclure aussi vite à une mort naturelle sans analyse approfondie ? Les médecins consultés en privé murmurent que cela n'a rien d'habituel. Certains évoquent même l'idée d'une expertise indépendante. Mais l'épouse, submergée de démarches, d'émotions et de contraintes, n'a ni la force ni le soutien logistique pour se lancer dans une telle bataille. Elle garde pourtant en mémoire un moment précis. Une phrase de Benoît, prononcée quelques jours avant sa mort, et qui l'avait profondément troublée. Si quelque chose devait m'arriver, protège les enfants. Sur le moment, elle avait cru à une plaisanterie mal formulée. Aujourd'hui, ces mots résonnent comme un avertissement. Pendant que les médias, après une semaine d'hommage, tourne progressivement la page, elle reste prisonnière d'un doute qui s'insinue chaque jour un peu plus dans son esprit. Le silence des institutions n'est plus seulement étrange, il devient oppressant. Les réponses attendues ne viennent pas. Les rapports officiels restent vagues, les délais s'allongent sans explication. Et lentement, presque imperceptiblement, une certitude commence à s'imposer en elle. La mort de son mari n'est pas aussi simple qu'on veut le lui faire croire. Les années qui ont suivi la mort de Benoît Duquesne n'ont pas été un long fleuve tranquille. Elles ont ressemblé plutôt à une succession de cycles. Espoir, frustration, colère, résignation qui revenaient sans cesse, comme si le temps refusait d'apporter une véritable guérison. Pour sa veuve, la vie s'est divisée en deux. Avant ce 7 juillet 2014 et après, plus rien n'a jamais retrouvé sa place. Au fil des mois, elle a tenté, tant bien que mal, de reprendre le cours de sa vie. Les enfants grandissaient, les obligations quotidiennes la rappelaient à la réalité, et pourtant, quelque chose continuait de grincer en elle. Un mécanisme intérieur brisé, ce qui la hantait n'était pas seulement l'absence, mais l'impression persistante qu'un pan entier de la vérité lui échappait. Une vérité dont personne, ni les institutions, ni les médias, ne semblaient vouloir s'approcher. Pendant longtemps, elle s'est tue, fatiguée des appels de journalistes qui, après quelques semaines, n'avaient plus grand-chose à dire. Fatiguée des formules creuses qu'on lui servait, il faut tourner la page, le temps fera son œuvre, il n'y a rien d'autre à chercher. Mais elle, justement, n'arrivait pas à tourner cette page, car les zones d'ombre demeuraient. Parfois, en rangeant un tiroir ou une boîte de documents, elle tombait sur une note de Benoît, un brouillon d'enquête, une phrase griffonnée, un nom entouré. Et chaque fois, le même frisson. Sur quoi travaillait-il vraiment ?
Pourquoi ce dossier, celui qu'il cachait presque instinctivement lorsqu'elle entrait dans son bureau, avait-il disparu au lendemain de sa mort? Qui l'avait pris? Et surtout, pourquoi? C'est 11 ans après le drame qu'un élément inattendu est apparu. Une simple enveloppe beige glissée dans sa boîte aux lettres sans expéditeur à l'intérieur, quelques feuilles imprimées, des extraits, des références. Un message bref, vous devez regarder là où personne n'a voulu chercher. Elle reste un long moment immobile, l'enveloppe entre les mains, le cœur battant. L'écriture, impersonnelle, pourrait appartenir à n'importe qui. Mais les documents, eux, ne laissent aucun doute. Il s'agit de fragments d'une enquête que Benoît menait en parallèle de son travail officiel. Rien de signé, rien d'identifiable directement, mais des indices suffisamment précis pour raviver toutes les interrogations qu'elle tentait, tant bien que mal d'enterrer. Elle prend alors la décision la plus difficile de ces 11 dernières années. Rouvrir la plaie, se replonger dans les souvenirs, affronter ce qu'elle avait jusqu'ici refusé de creuser. Elle contacte anciens collègues, techniciens, producteurs, personnes qu'elle n'avait pas vues depuis une décennie. Certains acceptent ceux de parler, d'autres évitent la conversation. Quelques-uns vont même jusqu'à raccrocher après une phrase prudente « Je ne préfère pas m'y mêler, tu comprends ?» Ce refus en dit long, trop long. Peu à peu, des bribes d'informations émergent. Un collègue évoque un sujet explosif qui aurait mis Benoît sous pression. Un autre parle de rendez-vous discret, arrangé loin de la rédaction. Une ancienne assistante se souvient de menaces voilées, reçues quelques semaines avant sa mort. Rien d'officiel, bien sûr. Rien de suffisamment concret pour pointer du doigt quiconque, mais suffisamment pour que l'idée du simple malaise devienne de plus en plus difficile à croire. Et pourtant, malgré les suspicions, malgré les récits concordants, un autre obstacle se dresse. Le manque total de preuves. Tout a disparu. Les notes originales, les fichiers numériques, jusqu'à son ordinateur personnel qui a été restitué vide, comme réinitialisé. Elle en parle à un ami journaliste spécialisé dans les affaires sensibles. Après avoir écouté, il lui dit simplement « Si tu veux la vérité, il faudra accepter qu'elle ne te plaise peut-être pas. » Cette phrase la suit des jours entiers. Est-elle prête? Peut-on l'être, après 11 années à survivre plutôt qu'à vivre? Elle n'en est pas certaine. Mais une chose, au moins, a changé. Elle n'a plus peur des réponses. La douleur est là depuis si longtemps qu'elle ne peut plus la menacer. Alors, elle continue. Elle classe les documents retrouvés. Elle établit des chronologies. Elle rapproche des noms, des lieux, des dates. Elle suit des pistes que Benoît avait lui-même commencé à explorer. Et au bout de plusieurs semaines, elle réalise quelque chose d'essentiel. La version officielle n'explique pas tout. Pire encore, elle semble délibérément incomplète. Pour la première fois, elle envisage ce qu'elle s'était toujours interdit de penser. Et si Benoît n'était pas mort d'un simple malaise? Et si sa disparition était liée à ce dernier dossier dont il n'avait jamais parlé ouvertement? Les questions qu'elle se pose ne sont pas le fruit du deuil. Elles sont logiques, légitimes et peut-être même dangereuses. La vérité désormais n'est plus une simple quête. Elle devient une dette envers l'homme qu'elle a aimé pendant plus de 20 ans, et qu'on a peut-être réduit au silence. Elle ne pensait pas que la quête de réponse l'amènerait si loin. Ce qui, au départ, semblait être une démarche intime, comprendre la mort de son mari, s'est transformé en un parcours semé d'obstacles, de portes closes et de silences lourds. Chaque fois qu'elle croyait toucher une piste, quelque chose ou quelqu'un venait la stopper. Non pas frontalement, non. Toujours avec une prudence calculée, une manière subtile de lui faire comprendre qu'elle n'était pas à sa place, mais plus on lui demandait de renoncer, plus elle sentait qu'elle se rapprochait d'un nœud essentiel. Dans les documents retrouvés, certains noms revenaient le souvent, celui de cadres de grandes entreprises médiatiques, de responsables institutionnels, de consultants politiques connus pour leur connexion avec les milieux du pouvoir. Rien qui, en soi, constitue une preuve. Mais assemblés, ces fragments formaient une constellation étrange. Une structure discrète mais bien réelle, celle d'un réseau, où se mêlaient intérêts économiques, orientation éditoriale et stratégie d'influence. Benoît n'était pas naïf. Il connaissait les risques. Il avait l'habitude de ces terrains mouvants. Mais quelque chose, dans ce dossier précis, semblait le mettre sous une tension inhabituelle. Un technicien qu'elle rencontre lui confie qu'au cours de la semaine précédant sa mort, il avait vu Benoît, sur les nerfs, presque fébrile. Il vérifiait son téléphone plus souvent que d'habitude. Il travaillait tard, il s'isolait dans des salles silencieuses pour passer des appels qu'il ne commentait jamais. La veille de sa mort, il aurait même déclaré presque dans un souffle « Si cette enquête sort, ça va faire du bruit. Beaucoup de bruit. » Une phrase qui, rétrospectivement, sonne comme un avertissement ou un aveu. Elle se rend ensuite à son ancienne rédaction, espérant obtenir des réponses. Mais l'accueil est froid, presque mécanique. Un responsable lui explique, avec un sourire étriqué « Vous savez, Benoît était très investi, peut-être trop. C'est un métier stressant, on ne peut pas tout relier à une enquête. » Puis il change de sujet, puis il la raccompagne,
Trop vite, elle ressort de là, avec la sensation sourde qu'on lui a dit moins que le strict minimum. Une collègue, plus empathique, la rattrape discrètement dans le couloir et murmure « Faites attention, certains dossiers sont faits pour ne jamais être ouverts ». Ce conseil sonne comme une menace, mais elle ne renonce pas. À mesure qu'elle avance, elle découvre que plusieurs témoins cruciaux n'ont jamais été auditionnés au moment de la mort de Benoît. Un cadre qu'il avait rencontré peu avant, une source qui lui avait envoyé un mail crypté, un interlocuteur anonyme qu'il devait revoir en urgence. Aucun de ces noms n'apparaît dans le dossier officiel, comme si ces éléments n'avaient jamais existé. Ce qui la frappe, ce n'est pas que des pièces aient disparu, c'est la facilité avec laquelle elles semblent avoir été effacées. Les ordinateurs réinitialisés, les carnets introuvables, les clés USB disparues ou rendues vides. Comment un journaliste aussi organisé aurait-il laissé son travail dans un tel chaos? L'idée d'un oubli ou d'un accident devient de moins en moins plausible. Un soir, alors qu'elle relit les fragments d'enregistrement cachés sur la clé USB retrouvée dans la doublure d'une veste, elle ressent une étrange impression. La voix de Benoît, posée mais tendue, semble s'adresser à elle, comme si chaque mot avait été prononcé pour être entendu plus tard. Les silences dans ses interviews, les hésitations de certains interlocuteurs, les phrases coupées, tout laisse entrevoir une enquête sensible, potentiellement explosive. Elle comprend alors que ce dossier n'était pas seulement un travail journalistique, c'était une alerte. Un avertissement sur ce qui se joue en coulisses du paysage médiatique, là où s'entremêlent argent, pouvoir et narratif public. Peut-être Benoît le savait-il. Peut-être avait-il sous-estimé jusqu'où certains étaient prêts à aller pour que certaines vérités ne voient jamais le jour. Peut-être, enfin, ce n'est pas la nature de l'enquête qui l'a épuisé, mais la solitude dans laquelle il l'a menée. Car c'est cela, au fond, qui transparaît le plus dans les notes et les enregistrements. Un homme seul, convaincu qu'il ne pouvait compter que sur sa conscience. Et cette solitude, dans un métier où les alliances sont parfois aussi importantes que les faits, pouvait être aussi lourde qu'un danger physique. Elle referme son dossier, elle respire, elle ne peut plus reculer. 11 ans après la mort de Benoît Duquesne, la douleur n'a pas disparu. Elle s'est transformée, elle n'est plus ce choc brutal qui écrase et paralyse. Elle est devenue une présence discrète, un souffle au creux de la poitrine, un rappel quotidien d'une absence qu'aucune explication n'a jamais vraiment comblée. Ce qu'elle cherche aujourd'hui n'est plus un coupable. Ce qu'elle cherche, c'est un sens. Car ce qui demeure, malgré les années, malgré les discours officiels, malgré la poussière déposée sur les dossiers, c'est cette impression dérangeante que l'histoire n'a pas été entièrement racontée. Une pièce manque toujours au puzzle, peut-être petite, mais essentielle, et elle sait désormais que personne ne viendra la lui apporter. La vérité, ou ce qu'il en reste, ne peut être trouvée que dans les traces que Benoît a laissées derrière lui. C'est dans un vieux disque dur, oublié dans une boîte en carton, qu'elle tombe un jour sur un enregistrement inattendu. La voix de Benoît, claire, posée, le journalisme, c'est aller là où on ne veut pas que tu ailles. Une phrase simple mais qui résonne comme un testament. Il préparait une émission sur la liberté d'expression. Ironie presque cruelle quand on pense à la manière dont son propre départ a été entouré de silence, elle ferme les yeux en écoutant la suite. Sa voix calme mais fatiguée semble contenir 1000 sous-entendus. L'usure, les pressions, la solitude, et soudain tout devient plus net. Ce qu'elle avait ressenti pendant des années, cette impression de malaise, de récit inachevé, trouve sa confirmation intime. Ce n'était pas une intuition, ce n'était pas du déni. C'était la lucidité d'une femme qui avait vécu aux côtés d'un homme trop exigeant avec lui-même pour reculer, trop intègre pour taire ce qu'il voyait. Alors elle comprend. Benoît n'a pas été victime d'un complot spectaculaire, d'un scénario romanesque que certains imagineront peut-être. Non, ce serait trop simple. La vérité, plus terrible encore, réside dans l'usure lente, invisible d'un homme qui portait plus qu'il n'aurait dû. L'usure d'un système où l'on demande aux journalistes d'être courageux, mais où on les laisse seuls quand ils le sont vraiment, où la lumière brûle plus qu'elle n'éclaire. Où la vérité dérange au point qu'on préfère fermer les yeux, plutôt que d'affronter ce qu'elle implique. À mesure qu'elle assemble les dernières pièces, une autre évidence s'impose. Ce qui a brisé Benoît n'est peut-être pas un ennemi extérieur, mais un monde qui n'était plus à la hauteur de son idéal. Ce monde où la rapidité prime sur la rigueur, où la communication écrase l'information, où l'enquête devient un risque professionnel plutôt qu'un devoir public. Elle se souvient alors d'une phrase prononcée par l'un des amis proches de Benoît. Il était de ceux qui croient encore que la vérité peut changer quelque chose. C'est ce qui faisait sa force, c'est ce qui l'a usé. Pendant longtemps, elle a pensé que parler ne servirait à rien, que le silence, paradoxalement, protégerait sa mémoire. Mais le silence, à la longue, devient un poids, un couvercle posé sur la douleur, un obstacle à la transmission. Aujourd'hui, elle ne veut plus que ses enfants grandissent avec une histoire incomplète. Elle veut qu'ils sachent que leur père n'est pas mort d'un simple malaise, comme on l'a écrit trop vite,
qu'il n'est pas parti sans raison, comme certains l'ont laissé entendre, elle veut qu'il comprenne la complexité, la profondeur, la noblesse et les dangers du métier qu'il a choisi. Elle veut qu'il découvre l'homme derrière l'image, rigoureux, passionné, parfois obstiné, souvent épuisé, mais toujours juste. Elle regarde la mer, là où il aimait courir à l'aube. Le vent est le même qu'il y a 11 ans. La lumière aussi. Rien n'a changé, et pourtant tout est différent. Elle murmure « Je ne veux plus qu'il soit défini par sa mort, mais par ce qu'il a incarné. » Et dans ces mots, il y a toute la vérité qu'elle cherchait depuis tant d'années. Peut-être que la réponse n'est pas dans les dossiers manquants, dans les calendriers, dans les dates qui ne concordent pas. Peut-être que la vraie réponse réside dans son parcours, dans son engagement, dans sa fidélité à un métier qu'il considérait comme une mission. Parce qu'au fond, Benoît Duquesne n'est pas mort pour une histoire qu'il aurait révélée, il est mort d'avoir voulu en révéler trop. Il est mort d'avoir porté une vérité que personne ne l'a aidé à porter. Et c'est cela, l'ombre la plus cruelle. Non pas le mystère de sa disparition, mais l'indifférence qui l'a suivi. Alors elle se tient droite, les mains posées sur la table où sont rangés ses carnets. Elle n'attend plus de révélations, elle n'espère plus de réponses officielles. Elle sait que certaines vérités ne se prouvent pas, elles se ressentent. Et la sienne, elle la porte désormais avec calme. Son dernier geste est celui d'une femme qui a enfin trouvé la paix. Elle range la clé USB dans un tiroir, non pas pour l'oublier, mais pour la protéger. Une mémoire fragile. Un fil ténu entre un homme et ce qu'il a tenté de défendre. Le jour se lève sur l'île de Ré, un jour comme un autre. Mais pour elle, un jour où pour la première fois, la douleur n'est plus une ennemie. Elle est un hommage,